Sur Bonjour le Bénin, ce matin, nous revendiquons notre appartenance à un Bénin qui bouge et qui change pour le bonheur de ses citoyens. Nous revendiquons en quelque sorte notre fierté béninoise ce matin. Alors, nous le disons, être béninois ne doit plus être l'exception, mais plutôt la norme. Et vous le verrez tout au long de cette émission, nous avons bien de raisons de nous extasier de notre Bénin, terre des hommes et des femmes courageux, travailleurs et hospitaliers, terre surtout, j'ai envie de dire, de tous les possibles. Bénin-Vie, Béné-Koyo, enfants du Bénin, je vous salue sur ce plateau. Bonjour à toi, nous sommes tous les enfants du Bénin, n'est-ce pas? Oui, enfants du Bénin debout. Et fiers de l'être. D'accord. Fier d'être béninois ce matin, n'est-ce pas? Tout à fait. Fier de l'être aussi. Hein? Tout à fait. Alors, nous verrons un peu plus tard sur ce plateau ce qui motive les uns et les autres à être encore plus amoureux de ce Bénin qui se révèle déjà aux citoyens et ensuite aux autres, n'est-ce pas? Oui. Vous partagerez avec nous ce qui fait votre fierté, n'est-ce pas, ma chère géniale? Avec plaisir. Alors, de quoi on parle ce matin, chers amis téléspectateurs? Comme je l'ai dit, le temps est donné, la fierté béninoise se ressentira sur ce plateau. Comment ne pas l'être quand le Bénin, lui, dans le monde? Comment ne pas l'être quand, au-delà des citoyens, ce sont les autres qui lui rendent hommage? C'est le cas de notre invité de événement à la une, Sally Pumga, alias Sally, créatrice de contenu et réalisatrice, suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, est notre invitée ce matin. Avec elle, on parlera de Motherland, un film documentaire qui raconte l'histoire d'un Bénin flamboyant où le vaudou, l'islam et le christianisme cohabitent. L'avant-première du film au Grand Rex à Paris a affiché complet avec 2500 spectateurs. Le film, lui, il débarque à Cotonou. Rendez-vous autour de 8h30 pour l'évoquer avec Sally elle-même. L'autre fierté béninoise, eh bien, c'est le musée de la Ricarde, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle présente une formidable collection d'objets, bien entendu, d'objets des rois du Dahomey. Visite guidée des lieux dans un moment à travers les yeux de notre génial Monsi Agboka. Et une autre fierté sur Bonjour le Bénin ce matin, c'est cette initiative musicale qui met des voix béninoises à l'honneur. Vibration positive, entremêle des voix pour le bonheur des amoureux de la chanson. Eh bien, où, quand et comment s'inscrire? Le promoteur nous en parle dans un moment. Prenez le rendez-vous. D'autres rubriques viendront bien entendu se greffer à celle-ci pour un moment assez fun, assez divertissant et assez informatif également. Place à présent au bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Bénin TV. Session extraordinaire du Conseil des ordres nationaux du Bénin au titre de l'année 2025. Lancée ce jeudi, eh bien, les travaux portent sur la poursuite de l'examen des dossiers du dernier tiers du cycle triennal en cours. La cérémonie officielle de lancement des travaux a été présidée par la grande chancellerie du Bénin. Le reportage, ce sera avec Jennifer Sachivi. Nous voici encore réunis. C'est parti pour 15 jours. La session extraordinaire du Conseil des ordres nationaux s'ouvre à la Grande Chancellerie, une activité qui tire son fondement dans les textes de cette institution. L'article 28 de la loi portant création des ordres nationaux du Bénin dispose que le Conseil des ordres nationaux du Bénin se réunit 2 fois par an en session ordinaire pour une durée de 30 jours chacune et au besoin en session extraordinaire pour une durée ne pouvant dépasser 15 jours. Par cette session extraordinaire, le Conseil des ordres nationaux du Bénin entend finaliser le processus d'étude des dossiers transmis et recevoir les derniers pour clôturer le cycle. Cette session extraordinaire de 15 jours fait suite à la session ordinaire
tenue entre mars et juillet 2025, au cours de laquelle 1129 dossiers ont pu être étudiés sur les 1519 initialement prévus. Il en résulte un solde de 390 dossiers, dont 229 civils et 161 militaires non encore examinés, traités. À travers cette démarche, la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Bénin œuvre pour la transparence dans la gestion des distinctions honorifiques. Le mérite et la reconnaissance nationale ne doivent souffrir d'approximation, de précipitation, d'exclusion. Le Conseil, comme d'habitude, restera fidèle à ses valeurs et principes fondateurs, à savoir la rigueur, la justice, l'équité et l'impartialité. Il est donc essentiel que les ministères et institutions qui n'ont pas encore transmis les dossiers de leurs agents s'activent sans plus tarder afin que le Conseil puisse statuer dans les temps impartis et clore définitivement ce cycle triennal avant l'élaboration du prochain tableau de concours 2026-2028. Les décisions attendues à l'issue des travaux seront soumises au président de la République en vue de la signature des décrets de nomination. Cotonou, vitrine du nouveau visage urbain béninois, accueille le Forum international du cadre de vie. Il s'ouvre pour 3 jours de réflexion sur un urbanisme durable et humain. Au-delà d'un simple événement, il se veut la promesse d'un avenir où le développement rime avec le respect de la nature et le bien-être collectif avec le Bénin comme modèle. Ernest Tetegou, Mathieu Sokenou et Estelle Pazou. Le Bénin s'impose désormais comme le symbole d'un urbanisme affirmé. Espaces aérés, voiries modernisées, infrastructures repensées, le cadre de vie est devenu une véritable signature nationale. C'est donc tout naturellement que s'ouvre à Cotonou le Forum international du cadre de vie 2025. Ou, mieux que le dôme du Sofitel, chef-d'œuvre architectural qui incarne l'évolution des constructions au Bénin pour abriter les travaux. Décideurs, urbanistes et acteurs de développement venus de plusieurs pays vont s'inspirer du modèle d'urbanisation du Bénin et repenser la ville africaine de demain. Il convient de rappeler que l'initiative du Forum international du cadre de vie s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à promouvoir la qualité de vie. Le cadre de vie au Bénin est une vision, une politique, mais surtout une exigence de qualité. Gestion des déchets, aménagement des espaces, des projets et programmes fondés sur l'environnement et l'humain et qui font du Bénin un bon élève de la transformation urbaine en Afrique. Le mois d'octobre pour abriter ce forum ne tient d'ailleurs pas d'un hasard. Le pays se met en synergie avec la campagne mondiale annuelle de la communauté internationale. Nous voulons, en toute responsabilité, concevoir, planifier, aménager, gérer nos espaces de vie de manière à répondre efficacement aux besoins du présent, sans compromettre ceux des générations futures. Depuis 2016, les mobilisations financières destinées à l'urbanisation ont battu tous les records. Elles sont surtout caractérisées par une dépense rationnelle et utile. Les financements, l'intelligence artificielle, les solutions numériques, tout sera pris en compte lors de ce forum, autant que le climat qui s'impose aujourd'hui comme un facteur déterminant dans l'amélioration du cadre de vie. Le Forum international du cadre de vie a donc une vocation claire. Devenir un rendez-vous annuel incontournable, une tribune où se mesurent les progrès, se partagent les expériences et s'affirme la détermination du Bénin à rester à l'avant-garde du développement territorial durable. Le Forum international du cadre de vie, c'est aussi une exposition spéciale. Ici, tout est proposé pour un habitat sain qui allie résistance et élégance. De marque du gouvernement, car rien n'est trop beau, rien n'est trop grand pour
le Bénin. Je confirme. À quelques mois des élections générales de 2026, la machine électorale se met progressivement en marche. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin a convié les partis politiques à une séance d'échange autour du processus d'obtention des quittances de caution. Un rendez-vous technique mais crucial pour garantir la transparence et éviter les écueils de dernière minute. Marcel Arrossi et Julia Kouiko. À la veille des grands rendez-vous électoraux de 2026, l'atmosphère s'affine dans les couloirs de la République. Ici, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin qui réunit autour d'une même table les représentants des partis politiques. Rencontre décisive au moment où s'ouvre la période des dépôts de candidature pour la présidentielle. Pas de place pour l'improvisation, la CDCB, bras technique de l'État, joue un rôle clé. C'est elle qui délivre la fameuse quittance, preuve que la caution exigée par la loi a bien été versée. Il était important pour nous, en tant qu'institution, de pouvoir faire œuvre de transparence, de sorte à ce que tous les partis soient au même niveau d'information, que tous les partis puissent être considérés de la même façon, puissent recevoir la même assurance, que la Caisse de dépôt travaille de façon indifférenciée et avec la même exigence, avec le même engagement pour l'ensemble des partis politiques de notre République et qui souhaiteraient donc présenter des candidats aux différentes élections générales. Des clarifications nécessaires, non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives et les communales. Nous repartons très satisfaits de la séance du travail qui vient de se dérouler. On se réjouit surtout de toute la transparence dont les institutions impliquées dans le déroulement de l'élection, toute la transparence qui entoure l'organisation de ces élections-là. Cet exercice pour la sérénité et l'équité dans la course vers les urnes. Car au-delà des chiffres et des procédures, c'est la confiance d'un peuple qu'il faut préserver. Chaque signature, chaque quittance, chaque geste administratif prépare silencieusement le grand souffle démocratique de 2026, ce moment où la nation tout entière écrira encore une fois une page de son histoire. Comment évolue le chantier de la cité administrative du département du Plateau à Pobé? Pour en avoir une idée, eh bien, le préfet, accompagné des membres de la conférence administrative départementale et du conseil départemental de concertation et de coordination, s'est rendu sur les lieux. Le taux d'exécution est de 94,41% et la réception provisoire de l'infrastructure va intervenir dans quelques semaines selon les entreprises. Suivons plutôt le point de cette descente avec Yves-Patrick Locaux et Calvador Arwano. Un ensemble de locaux bientôt prêts pour abriter la préfecture du Plateau et les services déconcentrés de l'État. La cité administrative de Pobé se dresse déjà. Ce projet vise entre autres à éviter à l'État de contracter des baux pour cette direction et autres structures. Pratiquement, tout est fin prêt. Je crois que vraiment, en décembre, ils vont faire la remise des clés officiellement et la cité pourrait être exploitée. Au-delà de 94%, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. L'essentiel déjà est fait. Et par rapport aux instructions et aux informations que nous avons eues, les préfectures vont intégrer les chantiers des cités administratives. Il y a beaucoup de préfectures où déjà les chantiers sont finis. La cité administrative du département du Plateau est composée d'un bâtiment de type A à 2 étages devant accueillir la préfecture. 4 bâtiments de type R+1 sont réservés aux directions départementales. Un autre du même genre sera la résidence du préfet, tandis qu'une maison en rez-de-chaussée est prévue comme résidence du secrétaire général du département. Les départements dans lesquels ces cités sont achevées, elles ne sont pas encore occupées. Si nous avons instruit tous les DDPR pour que des patrouilles puissent s'effectuer de jour comme de nuit aux alentours et même à l'intérieur de ces cités-là.
Les voies situées tout autour de la cité administrative du département du Plateau sont également dans le viseur du projet BRIC. Elles seront asphaltées pour changer le visage de la zone d'implantation de la cité qui a déjà vu la construction d'un terrain omnisport. Question, connaissez-vous la bourse? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envisager d'investir votre argent là-dedans? Eh bien aussi oui, les sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA sont des canaux d'accès à la bourse. Et pour avoir plus d'informations, eh bien leur association professionnelle a organisé jeudi la 2e édition des rendez-vous de l'APSGI, une occasion pour vulgariser la culture boursière et l'éducation financière au sein des populations de l'UEMOA afin de favoriser l'inclusion financière. Macléode Adam-Oussode et Ariane Da Silva pour les détails. Un échange entre la commerciale d'une société de gestion et d'intermédiation et un visiteur intéressé par les innovations présentées. Cette ambiance plane sur les stands installés dans le cadre de la 2e édition des rendez-vous de l'APSGI, l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA. Vieille de plus de 25 ans, cette association est un organe fédérateur et représentatif des SGI des 8 pays de l'UEMOA. Le marché financier régional de l'UEMOA est une réussite. En fait, la capitalisation du marché des actions se situe aujourd'hui à plus de 12 000 milliards de francs CFA. Quand on regarde, quand on se situe en fin décembre 2024, plus de 21 000 milliards ont été levés sur notre marché. Nous avons une raison simple de nous réjouir. Parce que 21 000 milliards levés sur le marché en 28 ans, c'est significatif. Les défis sont encore nombreux, surtout avec l'ouverture dans les livres de 200 000 comptes-titres pour seulement près de 150 millions d'habitants. Ces rendez-vous de l'APSGI viennent à point nommé. L'idée pour nous, c'est de pouvoir démocratiser en fait la bourse, de pouvoir faire comprendre à tout un chacun que la bourse est accessible à tout le monde et de les aider, de les accompagner à voir comment avec la bourse justement avoir un plan d'épargne et pouvoir justement faire fructifier l'épargne qui existe déjà. La plupart des SGI ont ce qu'on appelle la bourse en ligne. Donc aujourd'hui, un client a la possibilité d'être dans sa chambre, connecté à sa SGI, pouvoir consulter son compte et pouvoir même passer des ordres. Là, c'est le marché, on continue avec La 2e édition des rendez-vous de l'APSGI est un événement tournant pour rendre le marché financier plus dynamique et plus efficient. Séance d'échange et de sensibilisation pour le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion d'un avenir équitable pour tous. La rencontre qui s'est tenue en fin de semaine à Clé-Camé dans le Koufou est initiée par la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil. Les détails, ce sera avec Samira Tchabimane. Pour une société sans violence basée sur le genre, mal qui fragilise le tissu social et entame le développement communautaire et national, la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil opte pour la tolérance, l'équité et le respect. Il est de notre responsabilité collective de dire non à toutes les formes d'abus, de discrimination et d'injustice. À travers ce projet, nous avons voulu semer des graines d'espoir en éveillant les consciences, en donnant des outils d'éducation et en promouvant le respect mutuel entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. La GCAE Cotonou Soleil sensibilise contre les violences basées sur le genre en passant par l'éducation et l'engagement communautaire, des valeurs qu'épousent les autorités parrains de l'événement. Je prends ici l'engagement de continuer à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la protection des droits humains et du bien-être des populations, en particulier celles de nos filles et de nos femmes. Je ne vais pas vous dire comment, dans nos contrées, dans nos communautés, on retire aux femmes leur propre sou pour aller épouser une nouvelle femme. Et je ne peux pas vous dire comment certains hommes
soumettent leurs femmes à des violences physiques, psychologiques. Le genre, c'est aussi les minorités, c'est aussi les personnes vulnérables. Ce sont les personnes vivant avec le handicap. Avec le gouvernement du président Patrice Talon, des efforts sont faits de façon considérable. Pour le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion d'un avenir équitable pour tous s'accordent à reconnaître que chaque voix compte et chaque vie doit être respectée. Maires et adjoints, directeurs départementaux, chefs de service déconcentrés de l'État ainsi que d'autres parties prenantes réunies autour du préfet du Plateau. C'est pour 2 exercices annuels combinés dans une session conjointe. Yves-Patrick Loco et Calvado Arono. La session annuelle conjointe du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC, et de la conférence administrative départementale CAD du Plateau se consacre aux réflexions en vue de l'essor des communes. Cette tradition est issue de la réforme du secteur de la décentralisation de 2022. Les interventions des collectivités locales doivent s'arrimer à celles des politiques nationales et la préfecture y veille. Les membres de la conférence administrative départementale, chacun en ce qui le concerne, veille et apporte l'appui au conseil nécessaire pour le respect de ce principe dans une approche participative. L'objectif de la session conjointe CAD et CDCC, c'est d'évaluer ensemble le niveau de la gouvernance locale, analyser les goulots d'étranglement et de réfléchir aux solutions innovantes. Depuis 2016, avec l'avènement de la rupture, des pas sont franchis. Les multiples réalisations infrastructurelles, culturelles et sociales en sont des preuves palpables et tangibles. Ce qui fait du Bénin, de nos jours, une destination convoitée. Mieux, au-delà des réalisations physiques, plusieurs programmes et projets sont mis en œuvre pour le renforcement du capital humain, socle sans lequel aucun développement n'est possible. Au cœur de la rencontre, une communication sur le thème ANAN et projet de supplémentation nutritionnelle. À travers les budgets primitifs, exercice 2026 et les expertises et contributions, maires et cadres sont invités à soutenir la mise en œuvre des cantines scolaires et les projets de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. L'organisation récente à Cotonou d'une conférence internationale sur la nutrition et cette volonté du gouvernement mérite un accompagnement indéfectible de tous les acteurs. La subvention au système de référence et de contre-référence sanitaire et la situation des relais communautaires ont également fait l'objet de la session conjointe CAD-CDCC du département du Plateau. Les amateurs de belles voitures vont être servis, oui, du 16 au 19 octobre. Eh bien, Cotonou accueille le tout premier salon de l'automobile. Entre innovation, modèle, dernier cri et ambiance festive, eh bien, les organisateurs veulent marquer les esprits. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse suivie par nos reporters Stanislas Nekmoenes-Tetigou. Une expérience inédite se prépare pour les passionnés de belle mécanique. À l'esplanade de l'Amazone, les acteurs du monde automobile donnent rendez-vous au grand public. Des modèles de dernière génération, des innovations et des exclusivités seront exposés à l'occasion de ce tout premier salon de l'automobile. En faisant le Django Rally, certains des participants ont exprimé le besoin de montrer leurs produits sur une durée un peu plus longue. Comme vous savez, le Django Rally, c'est un rallye automobile, une parade sur 2 jours. Donc c'est suite à cette demande que nous avons eu l'idée cette année d'organiser ce salon de l'automobile. L'idée pour nous, c'est de faire une année salon de l'automobile, donc cette année 2025, et le rallye aura lieu en 2026. Autour de l'événement, les grands concessionnaires du Bénin, mais aussi des compagnies d'assurance et des institutions bancaires, objectif, offrir une vitrine complète de l'univers automobile. Il y aura des ateliers, il y aura des panels, il y aura des nouveautés en termes automobiles, des démonstrations, donc vous pourrez tester les véhicules, sans oublier de la gastronomie, à travers nos partenaires qui seront
qui seront présents aussi sur la place. Le Salon de l'Automobile 2025 ouvre ses portes le 16 octobre prochain. Entre découvertes, démonstrations et ambiances festives, les organisateurs promettent un moment unique pour célébrer la passion de l'automobile. Voilà, ce sera tout pour ce 7h, mais je ne vous quitte pas tout de suite, n'est-ce pas Rachida? Ah non, pas du tout. Voilà, elle aime me garder, j'ai remarqué. Ah oui, j'aime bien te garder par ici, puisque nous avons une causerie à mener, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors génial, on l'a dit, on a donné le ton de cette émission, on parle de notre fierté d'être béninois. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui te rend, toi, fière d'être béninoise? L'aimer. Les mets. Ah oui, wow. Les mets, lesquels? Quels sont tes mets préférés? Yampilé, sauce d'arachide, viande de mouton ou lapin avec du fromage, du crin-crin ou du tchaï à côté. Vous voyez un peu le... On est matin. Faut pas nous donner envie tout de suite d'aller... Alors, le sujet tout de suite, je me suis dit, ah, ça c'est une opportunité de montrer qui je suis. Mais dans ce lot, oui. Quel est le mets devant, hein? Oui, ton méprisé, oui. Ton méprisé. Ton méprisé. Ah oui, le mets que tu aimes le plus, quoi. Oui, on va dire ça, hein, ce que je viens de dire. Ouais. Bah, t'en as cité quelques-uns quand même. Enfin, Yampilé. Le plat devant lequel tu ne saurais résister. En fait, quand tu as dit ça, j'ai commencé à chercher autre chose à côté, mais je préfère m'arrêter là. D'accord, très bien. Alors, au-delà des mets... il n'y a plus rien qui te rende fière? Non, en dehors des mets, bien sûr. En dehors des mets, ça, c'est le premier point. Bon, maintenant, il y a aussi forcément le style vestimentaire. C'est vrai que moi, pour le bulletin, des fois, je suis obligée de faire avec. Pour préciser, parce qu'on va se dire, on parle culture bénin. Et nous sommes... Non, c'est pour par rapport au contexte du bulletin. Sinon, oui, le style vestimentaire, on en parle. Parce qu'on a quand même des choses à revendre à l'extérieur. Des fois, même, tu as des Occidentaux qui viennent ici, mais même quand tu les vois en train de sillonner la ville, ils sont made in Bénin, avec nos accoutrements et tout. Donc, oui, le code vestimentaire aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Patrick, et toi alors? Oui, et ce qui me rend fier d'être béninois, c'est de me dire, maintenant, en descendant de l'avion, que je rentre dans une ville belle. Une belle ville, la ville de Cotonou. Une ville qui se métamorphose, qui est déjà métamorphosée, elle le sera chaque fois, davantage. Ça me donne cette envie de rentrer. Quand je suis hors du pays, ce n'est plus, ah bon, je vais rentrer, puis ce que je vais voir là. Non, je suis fier maintenant de rentrer, de voir que je peux comparer avec ce que j'ai vu à l'extérieur. Ça, c'est une fierté. Et tu bouges de là et hors du pays, tu peux dire oui, nous avons le mur le plus long, le mur le plus tagué. C'est une fierté pour nous. On a le deuxième mur le plus long du monde, oui. Et c'est assez bien. Le mur le plus tagué, le mur le plus embelli, le mur qui rend compte de tout ce que nous avons comme culture. C'est de l'art. C'est de la culture, c'est béninois et j'en suis fier. C'est un mur qui parle. Oui. Amandine Aniambossou, Rachida Bia Maman, oui. Le Bénin, un monde de splendeur. Elle a tout dit en fait, elle a tout dit. Mais rassure-toi, tu iras dans les détails. Hein. Donc moi, c'est tout le Bénin qui me rend fier. C'est tout le Bénin qui te rend fier, d'accord. Mais il y a bien d'éléments qui retiennent ton attention. Nos infrastructures. Oui. Nos routes. Une petite histoire, la dernière fois j'étais dans la cité ministérielle à côté, j'avais plus du tout envie d'en ressortir. C'était beau. Franchement. D'accord. Franchement, le confort. Oui. J'étais à l'aise. À l'aise. Oui. Je vous assure tout. Et je me dis, mais pourquoi ne pas déménager la SRTG là-bas? Carrément. La cité ministérielle que nous voyons d'ailleurs à l'image, voilà. Tu aurais pu demander un bureau là-bas. Oui, simplement. Mais il n'est pas tard. C'est pas tard en plus. Qui sait, peut-être que mercredi prochain, on dira Amandine Aniambossou, ministre de tel. Et du coup, d'accord. Allez, non, c'est franchement, il faut le dire. Hein. Ça change beaucoup, ça bouge beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons une rubrique sur Bonjour le Bénin qui s'appelle Bénin en mouvement. D'accord, c'est une
manière pour la SRTB de mettre en valeur, voilà. Tout ce qui se fait actuellement au Bénin pour vendre la destination Bénin. Bénin, oui. Une destination qui est très prisée actuellement. Alors, quoi d'autre à ajouter? J'ai entendu les mets, j'ai entendu les vêtements, j'ai entendu les infrastructures. Il n'y a plus rien d'autre, oui? Eh bien, Patrick, non, je parlais déjà de la culture. Oui, la culture, elle est dense. Le Bénin a... Le nombre de rythmes béninois dépasse l'entendement. C'est-à-dire que chaque région a son rythme. On a 77 communes, d'accord? Et on peut avoir 77 rythmes au Bénin. Vous imaginez? Alors que j'ai fait le Sénégal. Le Sénégal, à part le mbalakh, il y a le rythme des poulards. Des rythmes qui malheureusement... Il y a juste 4. Mais au Bénin, il y en a beaucoup. Mais des rythmes qui peinent à voyager. C'est une floraison. Ça ne dépasse pas les frontières. Ça ne dépasse pas les frontières parce que ce sont des rythmes qui sont joués de manière atypique, de manière, je dirais, traditionnelle. Ceux qui sont détenteurs de ces rythmes n'arrivent pas à les exporter, à les montrer pour que ça puisse prendre de l'essor. Et vous prenez un rythme comme le Zéni. Quand vous n'êtes pas d'Abomey, vous n'êtes pas de Dahomey, vous dansez, vous imitez, mais vous n'avez pas les fibres dans le corps. Vous dansez, on sent automatiquement, lui, il a appris à danser le Zéni. Ce n'est pas qu'il danse vraiment, véritablement le Zéni. J'ai juste pris un exemple. Le Tchengoumé, c'est la même chose. Vous faites les pas, mais il y a toujours quelque chose de différent. On sent que lui n'est pas Marie, Monceau, non. Il y a quelque chose qui lui manque. Donc c'est ça qui fait que les rythmes n'arrivent pas vraiment à aller au-delà parce que c'est vraiment typique, c'est atypique, c'est du nombril. On garde ça dans notre corps, on vit avec nos rythmes. D'accord. Mais quand même, c'est dommage. Compagnies artistiques qui participent à des festivals, oui, bien sûr. Il faut quand même découvrir ce que nous avons comme rythme chez nous. Oui, il faut découvrir. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que les autres n'arrivent pas à copier pour pouvoir jouer. Le Béninois, par exemple, arrive à copier presque tous les rythmes. Quand vous entendez les Béninois jouer du mbalakh, vous allez vous demander mais comment ils ont pu apprendre à jouer du mbalakh. Quand c'est coupé décalé, il y a des Béninois qui, quand ils copient, ou des Béninois qui copient le soukous, enfin la rumba congolaise, vous avez l'impression que c'est une copie conforme. Je connais des instrumentistes béninois, quand ils font et ça, c'est l'artiste qui parle. Hein. Quand il commence, il n'arrête plus. Hein. On a l'impression que ce sont des Congolais qui jouent, qui chantent. Mais dites aux Congolais de nous chanter, de jouer exactement ce que nous jouons pour le Tchengoumé, pour le Tcheng System. Il ne pourra pas. Il va juste un peu imiter, mais on sent que la fibre n'est pas là. Ça vient des tripes pour nos rythmes. C'est ça la différence. D'accord, très bien. C'est un musicien, est-ce que vous le savez? Oui. Patrick? Non, moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas, c'est vrai? Ah, c'est un musicien. C'est un musicien. Alors, les rythmes du Bénin, cela entre bien entendu dans la liste de ce qui fait votre fierté d'être béninois. Alors, moi, il n'y a personne pour me poser la question. Posez-moi la question aussi. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être béninois? Vous savez, moi, ce qui me rend fier d'être béninois, c'est que de plus en plus, ce n'est pas encore à 100%, mais de plus en plus, il y a, on va dire, cette promotion de l'excellence. Oui. Cette promotion de l'excellence, partout aujourd'hui, on recherche l'excellence. D'accord? Et moi, franchement, je trouve que c'est excellent. D'accord? Je me répète, mais oui, c'est excellent, on recherche l'excellence. On fait l'effort, n'est-ce pas, de mettre la personne qu'il faut là où il faut. Ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà un bon pas. Oui. Je ne sais pas si vous partagez cet avis avec moi. Oui. Oui, et on aime ce qui est peaufiné maintenant. Voilà. Peaufiné, on aime ce raffiné, qui est bon, ce qui est bon, ce qui est beau. Oui. Et c'est tout à notre honneur, je pense.
Tout à fait. C'est tout à notre honneur. Et il y a aussi cette mentalité béninoise, je puis le dire, qui change un peu. On a la culture de la rigueur, on a la culture du travail bien fait aujourd'hui. Et cela se ressent même, hein, aujourd'hui, même dans l'administration publique. Et on cultive de plus en plus la ponctualité. La ponctualité, voilà. La ponctualité. Ce n'était pas ponctualité. vraiment notre fort par ici, hein, béninois, mais là, ça a changé. On disait heure béninoise. Exactement. L'heure béninoise. L'heure élastique. Quand on dit, quand on donne rendez-vous pour 20h, oui. C'est à 11h. C'est à 11h qu'on se pointe. Oui, les gens d'accord. Maintenant, aujourd'hui, ça change. Ça change. Et même pour les grands événements, parfois, ils n'attendent plus. Ils n'attendent plus les invités. Et c'est un bon point à l'actif des Béninois que nous sommes, il faut le dire. N'est-ce pas? Allez, merci à vous. Ce sera tout. Ou le musicien veut-il nous gratifier de ça, Patrick Diossou? Oui, non, quelque chose. Patrick Diossou? Non. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Anose afo, anose alors, Bobino Sobero Game Pepe, anose alors, anose afo, Bobino Sobero Game Pepe. Non, mais il nous a rendu hommage ce matin. Je vous assure, quand j'entends ça, il pensait à Judith. C'est pas à nous, en tout cas. Merci, Patrick Diossou. On va vous retrouver dans un moment pour la rubrique événements à la une, où on reçoit ce matin Sally, n'est-ce pas, créatrice de contenu et réalisatrice, avec elle on va parler de ce film documentaire. Motherland Bénin, oui. Motherland en général et puis Motherland Bénin. Amandine Niamoussou, je vous retrouve également dans quelques minutes et on parle du musée de la Ricarde. Du musée de la Ricarde. Génial, je ne vous retrouve pas, on va dire... Je ne serai pas sur le plateau avec vous, mais bon, musée de la Ricarde, tu seras avec moi. D'accord. Donc, voilà. Donc je ne vous lâche pas totalement. Le musée de la Ricarde. Exactement. À travers, génial, la Fouda Monsi à Boca. Mais vous reprenez le bulletin d'information dès la semaine prochaine déjà. Toujours avec le même plaisir, ils le savent, ils n'en doutent point. Merci, génial. Allez, tout de suite, on va à l'instant politique. Nos invités s'impatientent, nous en avons deux, mais manifestement, il n'y en a qu'un. Pas de souci, voici pour vous l'invité politique. Les élections générales de 2026, on en parle sans cesse. Des personnalités politiques opinent sur nos différents plateaux, la société civile aussi. Mais il y a une couche de la société à laquelle nous ne donnons pas suffisamment la parole. Il s'agit bien entendu des jeunes. Comment perçoivent-ils ces élections? Comment comptent-ils y participer? Le message de la jeunesse, le message à l'endroit de la jeunesse du candidat Romuald Wadaï trouve-t-il écho chez eux? Eh bien, nous avons ce matin un jeune leader. Bonjour, Amoudoria Faborou, bonjour. Oui, bonjour, Madame Biomama. Comment vous allez? Nous portons très bien de votre côté. Ça va très bien. Alors, vous êtes juriste publiciste, spécialisé en droit international et organisation internationale. Par ailleurs, vous avez été, on va dire, président du Parlement des jeunes du Bénin. Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai été troisième vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, de la troisième mandature. Donc, ça c'était du passé. Mais nous continuons quand même d'opiner et de militer dans plusieurs organisations de la jeunesse. Et je profite aussi pour saluer nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent et dire merci à la CTV, à Bénin TV pour son invitation. Voilà, nous aurions dû recevoir Rodolphe Ataï également ce matin. Peut-être nous rejoindra-t-il en cours de débat. Alors, une question déjà à l'entrée. Monsieur Fagbou, êtes-vous engagé politiquement? Je pense que
être engagé politiquement au sens strict du mot ne devait pas être analysé ici, mais peut-être au sens général en tant que citoyen. C'est une question que je vous pose pour comprendre si en tant que jeune, vous vous intéressez à la politique. Parce qu'on entend certains jeunes dire la politique, c'est pas ma chose. Il y a comme une crise de confiance qui fait que certains jeunes ne s'intéressent plus du tout à la politique. Oui, tout à fait. Les jeunes s'engagent, vous l'aurez constaté, les jeunes s'engagent en politique, quand bien même il y a ce climat de méfiance et de découragement qui fait que beaucoup ne veulent pas s'y vraiment engager, mais n'en demeure pas moins qu'il y en a beaucoup qui s'efforcent de poser des actions. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, Madame Biamama, j'ai envie de clarifier certaines choses parce que autour de cette affaire de candidature, tout ça, lorsqu'on parle de la jeunesse, en réalité, il faut définir vraiment le concept de la jeunesse. C'est qui le jeune? D'accord. Lorsqu'on parle de qui est jeune, il y a plusieurs débats autour, mais il faut être clair. Vous l'aviez annoncé, je suis juriste et donc je dois fonctionner aussi avec des tests. D'accord. Alors dites-nous ce matin qui est jeune et qui ne l'est pas. Alors, pour enlever toute ambiguïté, qui est jeune? Lorsque on va se référer au test. Lorsque nous prenons la charte africaine de la jeunesse au niveau de son préambule, vous allez constater que est jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Et le Bénin, ça c'est au niveau de la sous-région. Et ici, dans le cadre du Bénin, le Bénin a ratifié cette charte, donc ça fait partie intégrante de son ordonnancement juridique. Ce qui veut dire que ce que la charte l'a dit, le Bénin est d'accord. Et donc au Bénin aussi, est jeune, toute personne âgée de 15 à 35 ans. Donc lorsque vous n'êtes pas dans cette fourchette d'âge, techniquement, enfin, vous n'êtes pas jeune. Ah oui. Donc, voir en réalité, bon, je pense qu'on va y arriver. Donc, voir, mélanger ce concept, ça fait très mal. Voilà. Vous pensez qu'à 40 ans, on n'est pas jeune, on est vieux? Tout à fait. Selon les tests, je suis désolé parce que c'est le Bénin qui a ratifié ça. Et donc, on devrait quand même tenir compte de nos réalités avant peut-être de prendre ces normes-là. Mais je pense que les gens ont voulu rester, bon, et des gens ont travaillé avant de prendre cette décision. Et donc, à 40 ans, on n'est plus jeune. Ah bon? Ouais. La jeunesse, ce n'est pas qu'un chiffre. Ah ben, c'est là le débat vient en réalité. C'est la force, c'est la vigueur, c'est la détermination qu'on a encore à faire des choses. Non mais, Madame Biamama, ce que je vais demander, c'est est-ce que quelqu'un qui a 2 ans peut se réclamer jeune? Cela s'entend, non? Très bien. Est-ce que quelqu'un qui a 90 peut se réclamer enfant? Non. Donc chacun devait en réalité rester dans sa couche. Pourquoi toujours rallonger la jeunesse? Sur ma page Facebook, je pense que j'ai opiné sur ça. J'avais dit qu'aucun jeune du Bénin ne sera président de la République. Bon, ça a suscité beaucoup de polémiques, tout ça, mais après la démonstration, beaucoup ont compris. Et c'est vrai, parce que pour être président ici, au Bénin, il faut avoir 40 ans. Et avec les tests, ça ne rime pas. Ça veut dire que techniquement, on a écarté les jeunes selon les normes pour ne pas être président de la République du Bénin. D'accord. Alors, 2026 approche, je l'ai dit. J'imagine que vous observez, hein, comme chacun d'entre nous, la scène politique, les bouleversements, les nouveaux changements qu'il y a. Comment vous percevez ces élections générales de 2026, M. Fabreau? Je pense que les élections générales de 2026 s'annoncent très bien. Les formations politiques travaillent en leur sein, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, font de leur mieux pour qu'on ait quand même une élection vraiment apaisée. Au niveau des institutions qui s'occupent de ces élections aussi, font beaucoup d'efforts pour qu'on ait des élections vraiment apaisées. Et la société civile mène des actions pour apaiser beaucoup de tensions et pour que tout se passe très bien. Et donc, ça s'annonce très bien, il n'y a aucune crainte. D'accord. Alors, je le disais il y a un moment, M. Fagboron, dans son adresse à la jeunesse, Romuald Ouadaï s'est voulu très optimiste. Est-ce que ce discours à l'endroit de la jeunesse trouve écho à vos yeux?
Bon, le discours, lors de son investiture à Parakou, il faut dire que c'est un discours politique. C'est un discours politique qui veut de l'adhésion. Et donc, la jeunesse, je pense que la jeunesse reçoit ce discours avec pincette. Pincette, pourquoi? Parce que, enfin, avec réserve aussi, parce que un discours politique n'est toujours pas suivi d'action. Il a certes tenu son discours. Et la jeunesse, peut-être vous n'êtes pas représentatif de la jeunesse, vous êtes jeune, peut-être que ce discours ne trouve pas écho à vos yeux, vous parlez pour vous? Non, je n'ai jamais nié ici maintenant, je n'ai jamais nié, je dis en réalité ce qu'est un discours politique, voilà, et j'en viens en réalité. Lorsqu'on parle d'un discours politique, ça suscite en fait, ça vise l'adhésion, et donc comme dans son cas, lors de son investiture, il a tenu des discours et ça peut ne pas être suivi d'action. Et c'est là, vous avez vu plein de discours politiques qui n'ont pas été suivis d'action. Mais pour son cas, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait de prendre une pause et de penser à la jeunesse. Je pense que c'est louable, mais ce n'est pas vraiment aussi... c'est pas déjà un acquis. C'est vrai, il a marqué une pause pour penser à la jeunesse, mais... Vous voulez dire que ce ne sont que des paroles? Oui, tout à fait. Des paroles aux actions. Le jeune que vous êtes sur ce plateau, puisque vous avez moins de 35 ans, et vous estimez que nous qui avons plus de 35 ans, nous ne sommes pas jeunes. Selon les tests, vous n'êtes plus jeune, Madame Biomama. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? De son discours, je pense que lorsqu'on analyse au fond, vous allez remarquer avec moi que c'est un discours d'espoir. D'espoir. Mais qui laisse aussi à désirer au niveau des actions, parce que c'est un discours qui n'a pas été mesurable, enfin qui n'est pas mesurable. Il faudrait en réalité quantifier dans ses propos. Il n'a pas pu faire, il n'a pas pu quand même mentionner cet aspect des choses, et donc c'est vrai que nous ne sommes pas encore en campagne pour dévoiler son plan d'action, mais il nous fallait donner encore un peu plus. C'est déjà un message fort à l'endroit des jeunes. Oui, tout à fait, mais... Une couche souvent négligée, très négligée, souvent oubliée. C'est déjà un bon point qu'un candidat pense à cette couche de la population. Oui, c'est déjà je dis que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas louable, mais nous on attend les actions. Vous êtes sceptique? Oui, et dans même les candidats, rien ne prouve qu'il va gagner ou qu'il va perdre. Donc on attend, je pense que, sauf erreur de ma part, avec tout ce qui se dessine, on aura 3 duos. Visiblement, il y a déjà un duo de la mouvance. Oui. Et on attend le duo de l'opposition. Non, on a déjà un duo de l'opposition. En fait. Le principal parti de l'opposition n'a pas encore livré son duo. Ah oui, les démocrates. On a Paul Moupaï de l'autre côté de FCBE, bien entendu. L'opposition. Voilà, quand bien même, enfin, voilà. Donc il y a Paul Moupaï qui est de la FCBE, qui est déjà là, désigné. Donc on attend les démocrates. Je viens de lire une annonce là qui dit que le dimanche 12, on sera situé sur le duo. Parce qu'à leur niveau, ils ont fait les primaires. Enfin, ils ont fait les primaires, et donc c'est déjà une preuve aussi de démocratie. Voilà. Alors, quand le candidat Wadaï dit que nous sommes l'un des pays les plus jeunes du Bénin et que l'avenir appartient aux jeunes, comment appréciez-vous ces propos? Oui, nous sommes visiblement quand même le pays vraiment le plus jeune du monde, en raison de la démographie en réalité de la jeunesse. Mais l'autre chose aussi sur lequel j'avais opiné, sur ma page toujours, c'était le fait toujours de qualifier les jeunes comme l'avenir. C'est pas moi, personnellement, ça me dérange. Le jeune n'est pas toujours l'avenir, mais le jeune est le présent. Lorsque vous enlevez 15 à 35 ans, ceux qui sont dans cette couche d'âge-là, lorsqu'on dit avenir... S'il y a un avenir, c'est qu'on estime qu'il y a un présent. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur sans présent. Mais on n'a jamais qualifié les jeunes dans le présent. C'est dire que ces jeunes qui sont en train de travailler actuellement ne font rien. Et que c'est une manière de dire, les jeunes, vous êtes au second rang, alors que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Je pense qu'il faut maintenant intégrer la jeunesse dans le présent. Dans le présent. Et on va dire, jeunesse, l'avenir. Non, ce n'est pas que l'avenir.
Vous voulez qu'on ajoute que les jeunes sont le présent, ils sont aussi l'avenir. Oui, plus le présent même. Parce que c'est de 15 à 35 ans où, si vous voulez, cette marge-là, on fait beaucoup pour son pays. Il y a la force, il y a l'énergie. Après 35 ans ou 40 ans, tout ça, en fait, 35 ans... On est plus utile pour sa Non, on est société. utile, très utile d'ailleurs, mais l'énergie, en réalité, diminue. Et on n'a pas même toujours de donner ce qu'on a envie enfin, même si on a envie de donner quelque chose. Je trouve quand même curieux vos propos, Monsieur Faborou. Vous estimez que quand on a plus de 35 ans, on n'a plus la force, la vigueur qu'il faut pour apporter sa pierre à la contribution d'un pays tel que le Bénin? Non, ce n'est pas tout à fait cela. J'avais dit que lorsque vous êtes jeune, de 15 à 35 ans... Laissons les tests de côté. Non, mais laissons les tests de côté. Oui. Vous estimez, ma question elle est précise, vous estimez, vous avez un peu moins de 35 ans là aujourd'hui, d'accord? Alors, vous serez d'accord si après 35 ans, par exemple, on vous refuse un certain nombre de choses sous prétexte que vous n'êtes plus assez vigoureux, assez fort pour... Au-delà de 35 ans, il y a certaines choses. Je pense qu'au-delà de 35 ans, on ne peut pas me refuser certaines choses, de faire certaines choses s'il y a la force de faire. Mais je ne vais pas me revendiquer jeune. En fait, c'est ce qu'il faut refuser. Je ne peux pas me revendiquer jeune après 35 ans, parce que les tests sont clairs là-dessus. Mais je peux faire certaines choses que les jeunes font. Mais dire que je suis jeune, c'est ça qui est vraiment un truc là. Donc, et on voit déjà la tendance. En fait, on est un peu dans l'émotion. On voit déjà la tendance ici au Bénin. Oui, telle personne est jeune, tout ça. La personne peut être moins âgée par rapport aux autres présidents qu'on a connus. Mais ça ne veut toujours pas dire que la personne est jeune. Donc, il faut regarder les normes. Je trouve que votre discours manque un peu de cohérence. Hein. Comment? Je trouve qu'il manque un peu de cohérence. Comment? Oui. À quel niveau? Mais attendez, vous dites qu'après 35 ans, on ne sait plus à rien? Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Parce que après 35 ans, on sait à beaucoup de choses, bien évidemment. Mais je dis qu'après 35 ans, on n'est plus jeune. Il ne faut plus se revendiquer. Il ne faut plus se revendiquer jeune. D'accord. Parce que les tests le disent. C'est très clair là-dessus. Il ne faut plus se revendiquer jeune. Il faut dire quoi? En tout cas, la personne est plus jeune quand même. Non, mais il faut dire quoi? La personne a dépassé alors, je me présente comment alors? Quelqu'un qui a plus de 35 ans dira quoi? Je suis vieux? Non, pas forcément. La personne est vraiment n'est plus dans cette marge de jeunesse. Oui, mais dites-moi. Vous voulez vraiment... Cette personne, non, mais c'est un débat. Oui, cette personne devrait se présenter comment? La personne se présente en tant que, je sais pas, citoyen de tel âge. Et voilà, quoi. Donc, la personne est plus jeune. Et donc, c'est une étape déjà de... Et la vieillesse, pour vous, commence à quel âge? La vieillesse, ça dépend. En réalité, les normes n'ont pas été vraiment très claires là-dessus. Mais vous voyez, la vieillesse, ça commence déjà. Donc, lorsque vous dépassez les 50 ans, 60 ans, vous voyez, donc vous entrez déjà... Merci, Monsieur Faborou. On est rejoint par notre invité, Rodolphe Ataï. Bonjour, Monsieur Ataï. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes également juriste, publiciste spécialisé en droit international et organisation internationale. Alors, nous avons commencé le débat sans vous. Et donc, les élections générales de 2026 approchent à grands pas. En tant que jeune, comment vous percevez ces échéances? Bon, il faut dire que, contrairement à ce que nous avons l'habitude d'observer par le passé, la particularité de ces élections, c'est que justement, on n'a plus le vogue, sinon la multiplicité des candidatures qu'on a l'habitude d'obtenir, sinon d'observer par le passé 40 candidats, 50 candidats. Quand même là, l'horizon le montre, hein, on aura 2 candidats. Sinon 3, si le FCBE s'invite également au jeu, mais tout le monde sait que, bon, je préfère ne pas développer, mais bon, disons on aura 2 candidats que va traiter de peut-être sérieux ou de 2 candidats réels qui vont s'affronter. Ce qui montre quand même que je pense que le système a évolué. D'accord. Le système a évolué et... Les réformes ont porté leurs fruits. Justement, le système partisan, ce à quoi nous nous attendons. Et on peut dire quand même que c'est mieux par rapport à avant parce que c'est beaucoup d'argent peut-être dilapidé par le passé qui justement aujourd'hui se retrouve
peut-être a servi d'autres causes. Pourquoi pas? Donc, oui, les échéances, je pense que tout s'annonce bien parce que lorsqu'il y a moins de candidats, plus il y aura de sérieux. En tout cas, je pense. Parce que désormais, l'autre candidat sait que... Il y a eu un tri à ce niveau. Il y a un filtrage qui ne permet plus à tout le monde de... Justement. Et le côté positif de cela, c'est que désormais, l'autre candidat sait que s'il fait mal, le second prend. Le second également, c'est que s'il rate, l'autre va prendre. Donc, je pense qu'on aura des projets de société dignes de ce nom-là, justement, dignes, au fait, de l'état actuel de notre pays. Et en tant que jeune, comment vous y contribuez? Comment vous y participez? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de dire que jeune, ça veut dire politique. Parce que je pense que selon les statistiques, notre pays compte au moins 75% de jeunes de moins de 18 ans. Et quand c'est comme ça, il faut que la jeunesse, au fait, soit présente. Donc, justement, on est là, on va accompagner. D'abord, la première des choses, nous menons des campagnes de sensibilisation, que ce soit numérique ou en présentiel, pour d'abord inviter le peuple à ne pas rester chez soi, mais plutôt à sortir et à venir voter. Parce que je pense que c'est le moment, au fait, pour les uns et les autres, de juger qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, et voilà. Monsieur Fabon, lui, dit que quand on a plus de 35 ans, on est plus jeune. Bon, vous savez, il est juriste. Et quand il est juriste par nature, c'est logique qu'il dit ça. J'ai posé cette question la semaine passée au Palais des Congrès, parce que la jeunesse, selon l'Union africaine, c'est de 15 à 35 ans. Selon l'ONU, de 15 à 30 ans. Maintenant, qui a inventé la jeunesse au-delà de 35 ans, nous ne savons pas. Maintenant, comme le disent nos professeurs, c'est du droit positif, ce qu'on applique actuellement. Et je pense que le législateur le constituant de 1990 a fait le choix d'augmenter, en tout cas c'est ce que je pense, a fait le choix d'augmenter l'âge de la jeunesse. Et justement l'a poussé à 40 ans. Sinon, pourquoi, s'il faut être président de la République au Bénin, il faut avoir 40 ans au lieu de 35 ans, conformément donc au principe, je dirais, sinon, à la réglementation de l'Union africaine. Sinon, 40 ans, ce n'est plus jeune. En tout cas, pas selon les tests. Maintenant, vous verrez qu'au Bénin, on est très intellectuel. Et donc, ce qui fait que généralement, chacun essaie de diversifier les thèmes. Donc, on dit jeunesse par maturité. Il y a des gens qui ont 80 ans, mais qui sont plus jeunes que d'autres personnes qui ont 18 ans. Vous voyez, là, c'est un autre débat. D'accord. Mais oui, je pense quand même qu'on peut essayer d'élargir la notion de jeunesse. Encore en tenant compte peut-être de nos réalités sur le continent. Il y a des gens qui ne quittent la maison familiale qu'à 30 ans. Vous voulez qu'on dise à ceux-là qu'à 40 ans, ils sont devenus déjà des personnes très âgées? Je suis désolé, je ne crois pas. Donc je pense que oui, mais juridiquement, mon confrère il a raison, mais il faudrait qu'il tienne compte des réalités de chez nous pour essayer de voir. Moi, je pense que jusqu'à son 60 ans, même au Bénin, on est toujours jeune. C'est mon point de vue. D'accord. On connaît des jeunes de 25 ans qui sont vieux dans la tête. Justement. Et on connaît aussi, des vieux de... Pardon? Non, je disais que ça, c'est du point de vue, en réalité, sociologique. On est d'accord que c'est ce que disent les tests. On est d'accord. Voilà. Personne ne le nie. Même, je pense qu'il y a des écoles en la matière et il y a des débats en la matière qui veulent quand même qu'au-delà des tests, quand même, non, mais ça, c'est du point de vue. Moi, je suis juriste et je dois parler en réalité en tant que juriste. Et lorsqu'on prend un juriste de mon rang, donc il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et bon, le débat dont on dit, oui, il y a les vieux jeunes, les jeunes vieux, tout ça, c'est du point de vue en réalité sociologique. Je l'avais dit, même dans mon article que j'avais publié sur ma page, que pourquoi ils n'ont pas en réalité tenu compte de nos réalités? Je l'ai même dit ici. Pourquoi ils n'ont pas tenu compte de nos réalités avant de légiférer dans ce sens? C'est de l'Afrique. Ouvrons le débat. C'est l'occasion d'ouvrir le débat. Oui, moi, j'ai ouvert le débat, j'ai eu beaucoup d'avis, tout ça. Et quand après avoir donné des avis juridiques, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il ne faut pas rallonger? Est-ce qu'il ne faut pas? Et les gens disent, bon, j'avais même proposé, est-ce qu'il ne faut pas rallonger jusqu'à 40 ou 50 ans par rapport à nos réalités? Et on dit rallonger l'âge de la jeunesse jusqu'à 40-50 ans, c'est abusé. Beaucoup de personnes sont allées dans ce sens, que c'est abusé. Voyez-vous. Donc je pense que comme ces personnes, chacun devait quand même rester dans sa catégorie.
Et donc, si on dépasse quelque chose, il faut reconnaître que oui. Si vous avez le bac, vous ne pouvez plus dire que vous êtes au secondaire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Monsieur Ataï, on avait évoqué la question de l'adresse, n'est-ce pas, de Wadaï à la droite, de la jeunesse. Comment vous appréciez-vous ce message-là? Vous savez, en tant que jeune, il faut prendre le temps, en tout cas c'est ce que je pense, pour suivre. Et quand on suit un discours aussi pointu, il faut avoir le mérite de le dire. Maintenant, il faut prendre de recul, je pense, pour analyser. Parce que les propos, vous le savez, ça s'envole. Mais les écrits restent. Donc, je pense que la plupart, en tout cas des jeunes leaders, je pense, ont eu le temps de se remémorer le discours pour essayer de voir qu'est-ce qu'était le contenu. Et je pense que, pour moi, le message, il est condensé. Il est condensé parce que c'est un message plein de gratitude, non seulement envers le régime en place, mais également une adresse particulière envers la jeunesse. Un message véhiculé particulièrement envers la jeunesse parce que vous le savez aujourd'hui, qui ne gagne les élections qu'au Bénin que celui qui convainc la jeunesse. Et je pense que le candidat... Le discours en lui-même, il est intéressant, mais vous attendez de voir. Non, vous êtes sceptique, c'est ça? Je ne suis pas sceptique, mais plutôt je m'inquiète de la réception au fait du discours au niveau de la jeunesse. D'accord. Parce que vous savez... Parlez pour vous déjà. Bon, justement, je vais parler pour moi. D'abord, la première des choses, en écoutant le discours, moi je me suis dit, tiens, pour une première fois, un candidat... À penser aux jeunes. Justement. Il faut avoir le mérite de le dire. C'est rare. Puisque l'avant-dernier paragraphe, si je me rappelle bien, a été consacré spécialement aux jeunes. Il a dit, maintenant, je m'adresse à vous, la jeunesse. Oui, la partie. Justement, nous, la jeunesse... Qui a une richesse, il a ajouté. Il n'y a pas de problème. Nous sommes de richesse. Nous avons entendu. On a écouté, on a entendu l'appel. Maintenant, nous attendons. Je pense que l'appel seul ne suffit pas. Nous attendons des actes concrets. Et il a dit, il veut travailler, il veut faire en sorte que le jeune reste chez lui, qu'il ne quitte plus chez lui. Donc, offrir les conditions qu'il faut pour que les jeunes s'épanouissent. C'est déjà fini, ça passe très vite sur ce plateau. Monsieur Fagbon, oui, justement, votre mot de la fin rapidement. Oui, sur cette affaire de les jeunes vont rester chez eux étudier. Lorsqu'il a dit, j'étais très ému, mais tout de suite, je me suis dit, mais le candidat dont on est en train de parler, avait été à la gestion pendant 9 ans, mais qu'est-ce qui a été fait pour encourager en réalité les jeunes à rester chez eux pour se sentir en réalité que oui, je dois étudier ici. Il est toujours aux commandes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais parce que lorsque vous avez une licence, par exemple, en journalisme, et ici au Bénin, et vous avez il y a quelqu'un qui a une licence en journalisme en Europe, et vous venez, vous voyez, il y a une considération qui est donnée à celui qui vient de l'Europe. Et donc, ça fait que les gens sont obligés, les jeunes sont vraiment obligés de partir. Alors que cet état de choses n'est pas bien pour notre pays. Mais comme il a dit, on attend voir. Enfin, s'il est élu, on attend voir. Voilà. Merci, M. Fagbon. M. Ataï, votre mot de la fin. Les retardataires ont toujours tort. Justement, mais je voudrais tout simplement dire que, tout comme M. Fagbon, je pense que la jeunesse attend. Et quand je dis on attend, on espère, en tout cas voir, que certaines choses, puisqu'il faut le dire, il y a eu des mérites pour le gouvernement en place, mais certaines choses restent, en tout cas, du point de vue de la jeunesse, nous attendons. Donc, on espère qu'avant la fin, pour en tout cas le reste du temps qui reste, peut-être plusieurs choses seront faites à l'endroit de la jeunesse, ce qui, justement, va nous encourager à espérer, justement, pour son élection. Des choses sont faites, mais vous en voulez encore plus. Justement. D'accord. Justement. Voilà. Je pense que le message est entendu. Merci. Chers jeunes. Merci bien, madame. Merci à vous, Rodolphe Ataï. On va poursuivre cette émission et recevoir Amandine Anyambossou. S'il y a possibilité d'aller à la pause, on va à la pause et on réorganise rapidement ce plateau. Sinon, on passe à Bénin en mouvement.
Alors, Bénin en mouvement, aujourd'hui, nous emmène visiter le musée de la Récarde. Amandine Niamboso. Oui, bonjour à vous, Rachidat Biomoment. Bon, je vous classe dans quelle catégorie finalement? Est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous êtes... Selon les tests, pour reprendre les propos de mon cher monsieur Fabo, oui. Je suis plus jeune. Ah, donc on est plus jeune. Mais je sais que je suis jeune. Parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Oui. Hein, on a tellement de choses à apporter à ce pays que je trouve qu'il est vain ou qu'il n'est pas intéressant, n'est-ce pas, de catégoriser. Voilà. La jeunesse et la vieillesse. Merci, Amandine Niamboso. Bon, ce matin, on va à la découverte du musée de la Récarde. Mais est-ce que quand on parle de Récarde, vous savez ce que c'est que la Récarde? Eh bien, la Récarde incarne tradition et autorité. Plus qu'un objet, cette canne ornée raconte l'héritage royal à travers son art et ses gravures. Donc, le musée de la Récarde regroupe une multitude de récardes, emblèmes traditionnels de la dynastie des rois d'Abomey et du royaume de Dahomey. Et nous avons avec nous sur ce plateau M. Berthold Hinkati. Vous êtes le directeur général de l'espace culturel, le Centre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Niamboso. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. La forme? Oui, la forme. Avant d'aller dans le vif du sujet, Génial Afouda Mossi Agboka nous amène à la découverte du musée de la Récarde. Donc, on va suivre ce magazine qu'elle a réalisé. Merci à vous, Génial Afouda Mossi Agboka, pour cette belle balade. Rachida Biabaman, vous avez suivi un peu, c'est beau, ça emporte et ça donne envie de visiter. Moi, je ne savais même pas qu'on avait un tel musée. J'ai voyagé, on va dire. Voilà, c'est un voyage à travers les objets de commandement des rois du Dahomey. Voilà, les trésors royaux et tout. Monsieur Hinkati, on a parlé dans l'élément des sabres des Amazones. Est-ce qu'il y a d'autres sabres dont on n'a pas parlé dans l'élément? Merci beaucoup, Madame Niamboso. Pour ce qui concerne les collections du musée de la Récarde, nous avons consacré une part belle aux sabres des Amazones. Oui. C'est une manière pour nous de les valoriser. Mais à côté de ces sabres-là, nous avons d'autres objets. Nous en avions parlé dans l'élément. Oui. Voilà, on a les potas, par exemple, qui ne sont pas des récardes. Les potas, ce sont des assommoirs utilisés par les Mingans des rois. Oui. Comme le nom l'indique, c'est pour casser des têtes, c'est pour assommer. Voilà, quand on parle de Mingan, c'est le ministre de la Justice. Exactement, c'est le ministre de la Justice. En parlant de sabres, il n'y a que les sabres des agaudiers. Je préfère utiliser cette thématique, le terme agaudier, qui est beaucoup plus original. Les Français ont essayé de trouver un synonyme qui est Amazon. Sinon, c'est réellement agaudier, qui a même une histoire. Agaudier, c'est quand les Amazones ou les agaudiers se déplaçaient en peloton. Elle émettait un cri d'alerte, agaudier, qui veut dire quitter là. Et nous sommes en train de passer parce qu'on ne pouvait pas les rencontrer. Quand vous avez la malchance de les rencontrer, vous imaginez la suite. Vous passez rapidement de vie à trépas. Et dans le royaume de Dahomey, il y a des termes que vous qualifiez ça, on dit ébouis. Quand vous rencontrez les agaudiers, tout de suite, on va vous faire disparaître. Voilà. Donc nous, dans le musée de la Récarde, on a voulu parler de ces agaudiers-là en essayant de montrer les sabres des agaudiers. Et ça nous permet en même temps de mettre à l'honneur les femmes en général et la reine Tassi Rangbe, qui a été biffée de l'histoire pendant des années. Parce que ça a été et qui aujourd'hui retrouve sa place. Exactement. Et le musée de la Récarde de l'espace culturel, le centre, en a contribué. Parce qu'en 2015, quand on s'installait, on ne faisait pas beaucoup l'apologie de la reine Tassi Rangbe. La reine Tassi Rangbe, avec Adandosan, ont été effacés de l'histoire. Nous avons par exemple lancé un appel à proposition pour
exposer une récade contemporaine de la reine Tassi Rangbe. Et à côté des sabres, de ces sabres d'Amazon, nous avons une récade contemporaine dédiée voilà, à la reine Tassi Rangbe. Voilà, une récade qui a été réalisée par l'artiste contemporaine ou visuel Senami, voilà, Donou Mansou. Donc on dit souvent que derrière un homme se trouve, voilà, se cache une femme. Moi, je dis derrière un homme se cache, derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui. C'est important de le dire. Et dans l'histoire du royaume du Dahomey, les femmes ont été toujours là. Les Amazones, les Agodiers ont été toujours là. Donc, pour nous, c'était normal de leur trouver une très bonne place dans le musée de la récade de l'espace culturel. Et on dit souvent que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Donc, au musée de la récade, il n'y a pas que des œuvres anciennes, il y a également des œuvres contemporaines. Parlez-nous un peu de ça. Exactement. Au musée de la récade de l'espace culturel du centre, on a des œuvres contemporaines, les œuvres réalisées par les artistes visuels d'aujourd'hui. Je rappelle que les œuvres qui sont dans le musée de la récade sont issues des collections privées occidentales et qui sont revenues au Bécaye depuis 2015. Mais nous nous sommes dit, est-ce qu'il faudrait seulement exposer ces œuvres traditionnelles ou mettre à côté des œuvres contemporaines pour une très belle conjugaison? Donc c'est ce qu'on a fait. Quand vous venez au musée de la récade, il y a le parcours des récades traditionnelles authentiques et en même temps le parcours des récades contemporaines. Donc il y a des artistes comme Dominique Zingpe qu'on ne présente plus, qui a exposé, Senami dont je viens d'en parler, Marc Bruce, Rémi Samuse, etc., qui ont exposé des récades dans notre musée. Quand je viens au musée de la récade, dans quelle langue vous faites la visite, par exemple, et quel est le plan d'action du musée pour... Nous sommes au Bénin et on a comme pour langue véhiculaire le Fongbe. Nous avons essayé de mettre le Fongbe à une très bonne place parce que pour nous, il faudrait démocratiser les arts, il faudrait démocratiser la culture et le tourisme. Quand la bonne dame de Dantokpa vient au musée, il faudrait qu'on puisse discuter correctement avec elle, par exemple. Donc il y a le Fongbe, il y a le Mina qui a aussi parlé, il y a le français parce que c'est notre langue de travail et bien évidemment l'anglais. Donc nous parlons... Il n'y a aucune langue du Nord? Pour le moment, nous y travaillons. Pour le moment, nous n'avons pas intégré une langue du Nord, mais nous travaillons à avoir des audio-guides pour que les visites se fassent en chinois, en japonais, en dindi, en bariba, etc. Nous y travaillons. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des gens qui comprennent, des gens du Sud qui visitent le musée de la récade. Ils viennent du Nord, ils viennent du Sud, de l'Est, de l'Ouest, d'un peu partout. Un peu partout. Mais pour le moment, c'est pour ça qu'on a choisi une langue véhiculaire. Quand vous êtes par exemple à Parakou, on parle aussi le fond. Donc c'est une évolution. Donc un jour viendra où on aura ces audio-guides et même si vous venez de la Chine par exemple, du fin fond du Bénin, on pourra voir. Très bientôt, on l'espère. Oui, très très bientôt, on y travaille. Monsieur Hinkati, merci beaucoup à vous. C'est moi. Et prochainement peut-être vous aurez la visite de la team BLB. Oui, au musée de la récade. Avec plaisir. Rachida Biamaman. Merci Amandine Niambossou pour ce voyage à travers nos trésors royaux. Voilà, merci pour ce bel exercice. Bénin en mouvement, c'est le Bénin qui bouge. Bénin en mouvement, c'est le Bénin qui avance. Vaille que vaille. À présent, on va découvrir les quelques événements à la une aujourd'hui. Et ce parcours, on le fera avec Patrick Diosso. Nous recevons ce matin une jeune femme, belle, brillante et talentueuse. Son africanité, elle la revendique partout. Ses créations, illustrent une Afrique digne, debout et fière de sa culture. Et sa série documentaire Motherland y contribue. Eh bien, elle y rend hommage cette fois-ci au Bénin, à l'immense richesse culturelle du Bénin. Patrick Diosso? Oui. Vous avez tout dit, je ne sais plus quoi dire pour présenter cette dame qui est une entité. Elle n'est pas une dame, elle est une entité. Je vais dire Motherland, Sénégal.
1, Maveland Côte d'Ivoire 2, Maveland Cameroun 3, Maveland Bénin 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. À juger, on va suivre pour le Bénin. C'est votre caméra. C'est une spiritualité ancestrale. Le vaudou, c'est la première religion africaine. On voit le vaudou comme de la magie noire, comme de la sorcellerie. Le vaudou, c'est la paix. C'est notre culture. Revenez-en à votre origine, vous permettra de connaître qui vous êtes. Quelles que soient nos obédiences, nous sommes des humains. Et moi, Fortuné, je ne me lasserai jamais de le dire. Quelle que soit notre obédience religieuse, nous sommes appelés à vivre ensemble, en harmonie, étant donné que nous sommes des humains. Oui, alors le Bénin, elle s'appelle Sali. Sali tout simplement. Et Sali, ça fait S-A-2-L-Y. S comme sublime, A comme admirable, L comme louable, L comme langoureuse, et puis Y, c'est yacht, le bateau de plaisance. Donc voilà, Sali. Bonjour. Bonjour Sali, merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur, on va dire, un privilège de vous avoir sur ce plateau ce matin. Merci, c'est un privilège pour moi d'être avec vous et je vous remercie d'ailleurs pour cet accueil. C'était vraiment important pour moi de faire revenir aussi le documentaire au Bénin, donc très contente d'être avec vous et merci pour cette invitation. Créatrice de contenu, réalisatrice, suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. C'est immense ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vrai que tout ce projet Motherland était né d'une envie de découvrir ce continent africain que souvent en Europe on assujettit à une narrative un petit peu corsée. Et c'est vrai que là, c'était un plaisir de faire ce 4e opus, comme vous l'avez très bien dit, au Bénin, parce que j'avais été fascinée quand j'étais venue la première fois par ce vivre ensemble culturel et religieux. Et j'avais vraiment envie de le pousser et je suis très contente que les gens aient autant apprécié. Oui, alors le vivre ensemble béninois. Vous avez pu combiner vaudou, christianisme et islam. Enfin, c'est ce que l'on a comme impression, comme grande impression. Vous-même, quand vous sortez de ce documentaire, comment vous vous sentez? Vous vous sentez un peu plus syncrétiste ou syncrétisé ou vous avez juste fait découvrir le Bénin sur cette facette? Je pense que c'est un reportage qui m'a permis de me sentir plus en accord avec moi-même, d'augmenter moi-même mon niveau de tolérance et surtout j'espère que c'est aussi ce que j'ai pu faire ressentir aux autres, à tous ceux qui ont pu regarder ce documentaire, de nous faire comprendre qu'on peut tous être différents mais tous vivre ensemble quoi qu'il arrive. Et c'est la leçon que j'ai tirée du Bénin, non seulement dans la capacité des Béninois à vivre ensemble avec le christianisme et l'islam, ce qui est très compliqué déjà en Europe, vraiment, une très belle cohabitation, mais aussi avec la spiritualité vaudoune, qui est une spiritualité qui avait longtemps été diabolisée. Et c'était très important pour moi aussi d'en apprendre plus sur cette culture et réaliser que c'est une spiritualité comme une autre. Et je pense que c'est la leçon que je retiens de ce documentaire et de ce travail de réalisation, c'est d'apprendre à écouter, apprendre à me cultiver et à le partager avec un maximum de personnes. Oui, et qu'est-ce que ça vous fait? La perception que, j'y vais y arriver, la perception que les gens ont du Bénin, est-ce que vous sentez que ça semble se rectifier petit à petit? Ah oui, moi je pense, ce que je trouve incroyable au Bénin, c'est la volonté du peuple de vraiment faire bouger les choses, bouger leur narrative à propos de leur pays. Et c'est un pays aujourd'hui qui devient très hype. Je pense que vous avez dû le remarquer. Oui, la destination Bénin. Le Bénin est un pays hype. Oui. Merci Sali. Le Bénin est un pays prisé. Et je pense que le plus important, c'est que les gens, avec ce documentaire, ouvrent leurs esprits, ouvrent leurs chakras et apprennent encore une fois cette leçon de vivre ensemble que moi j'ai apprise au Bénin et puis surtout se régalent avec les paysages exceptionnels de ce pays qui est juste magnifique. Oui, et vous êtes retourné
à un moment donné au Cameroun, vous avez parlé du Cameroun. Oui. C'est quoi ce retour au pays-là? Comment vous le percevez? L'idée de cahier d'un retour au pays natal, pour que les Béninois puissent revenir dans leur pays, par exemple? Bien sûr. Je pense que c'est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et je pense que c'est très important de faire un travail sur ses origines, savoir dans quel pays ses parents, ses ancêtres ont vécu ou ont grandi. Moi, quand j'étais partie au Cameroun, c'était tout un travail pour moi parce que mon père est camerounais. Et quand j'étais jeune, il n'avait pas forcément partagé cet aspect. Maman est marocaine, exactement. Il ne m'avait pas forcément partagé tout cet aspect culturel. C'est souvent quelque chose que les mères font et peut-être un peu moins les papas. Donc quand j'étais partie au Cameroun, c'était un vrai travail moi-même de retour à mes origines, retour à mon héritage que je trouvais très important. Et le Bénin aujourd'hui réalise aussi ce travail de retour aux origines, même avec les afro-descendants qui ne sont même pas forcément béninois, mais pour leur octroyer cette nationalité, cette culture. Et je trouve que c'est extrêmement important de le faire. Et je pense que tous les Béninois que je connais ont pour habitude de revenir au Bénin. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette relation avec le pays d'origine. Et je pense que ça donne encore plus envie avec toutes les initiatives qui sont faites. Et je ne pense pas que ce documentaire a vocation à dire aux Béninois de revenir chez eux. Pas du tout, parce que je pense qu'ils le font très bien sans moi. Mais par contre, vraiment, ça a vocation plutôt à vendre le Bénin. Exactement. Vendre la destination Bénin et surtout sa culture, sa spiritualité et encore une fois cette... On a une belle culture, franchement, incroyable. Une histoire. Non, je suis tombée amoureuse du pays et de son histoire. L'histoire, elle est très forte et surtout ce que je trouve extrêmement louable, c'est la manière dont l'histoire est mise en avant, que ce soit au niveau des royaumes du Dahomey, aujourd'hui d'Abomey, tout ce qu'on a pu voir à Dassa, encore une fois cette spiritualité toujours présente, les divinités, j'ai trouvé ça passionnant et c'était un plaisir aussi de faire mon meilleur documentaire dans ce pays parce que pour le coup, d'un point de vue réalisation, j'ai vraiment pris le temps d'écrire, de monter le documentaire d'une manière presque plus cinématographique. Donc je suis très fière du résultat et je suis très contente que ce soit le Bénin qui était ce pays-là. Ce qui est intéressant, c'est cette plongée dans l'univers culturel du Bénin a l'air tellement naturel avec Sally qu'on se laisse simplement embarquer dans l'histoire. C'est infiniment. C'était l'objectif. Alors derrière ce docu, c'est des mois d'écriture et plus d'un mois de réalisation, mais on voulait effectivement que ça paraisse le plus naturel possible parce que ça l'a été, quoi. Avec mon fixeur, donc Romain qui était mon guide, je lui ai dit voilà, moi j'ai envie de faire tout le Bénin. J'ai pas envie de venir juste dans le centre, Cotonou, montrer les bâtiments. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Afrique... Vous êtes allé partout ? Partout. On est parti à Dassa, on est parti à Abomey, on est parti même dans le nord, à Natitingou, on est redescendu, on est parti à Ganvier, on est parti à Porto Novo, et puis après à Cotonou. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent voir, c'est de l'authenticité. Et on n'a pas besoin à chaque fois... avant, quand j'allais en Afrique, je voulais montrer, oui, regardez, il y a des buildings, il y a des grosses voitures. Mais aujourd'hui, je trouve ça... inintéressant. Ce qui est important, c'est de montrer l'authenticité des pays. Et par exemple, rien ne vaut la ville de Ganvier, par exemple. Ça vaut 1000 grands bâtiments. La Venise d'Afrique, comme ils disent. Donc voilà. Fierté culturelle, je dirais. Merci infiniment. Alors, Sally, Monverland débarque à Cotonou. Exact. Après avoir eu un succès flamboyant au Grand Rex, 2500 spectateurs éblouis, ébahis devant cette réalisation, on va dire, impeccable. Alors, Sally est à Cotonou. Pourquoi ? Sally est à Cotonou parce que le documentaire vient de Cotonou. Il a été réalisé principalement au Bénin. Toute mon équipe de production était à Cotonou. Donc c'était plus que normal de faire venir le documentaire à Cotonou et de faire des visionnages avec les Béninois. On l'aura donc en projection. Exactement. Et c'est pour quand ? C'est pour ce soir. D'accord. Et samedi, on va le faire donc, au Centre EIA avec les jeunes, parce qu'il y a un jeune dans le documentaire qu'on fait venir avec nous qui s'appelle Yannick, qui a été exceptionnel et qu'on a décidé de faire venir dans le voyage parce qu'il voulait à tout prix rencontrer un roi d'Abomey. Et c'était important pour nous aussi d'être
dans la transmission. Et on a hâte de le retrouver pour ce visionnage et qu'il soit le héros de ce moment parce qu'il le mérite. Renforcer l'image internationale du Bénin et surtout consolider, on va dire, le sentiment d'appartenance nationale. Ce film documentaire l'a réussi. On n'a plus qu'à dire à tous les Béninois qui nous suivent ce matin de prendre le rendez-vous. C'est ce soir déjà. De l'autre côté de... ça se passe où ? Ça se passe où ce soir? Le visionnage de ce soir? Oui, exactement. À Canal Olympia, déjà ce soir. Exactement. Et demain au centre EIA. À quelle heure? Ce sera à partir de 19h. On va essayer de faire plusieurs visionnages aussi pour les enfants pour pas qu'ils soient trop couchés trop tard. Et surtout, il faut dire que ce sera également gratuit sur ma chaîne YouTube parce que je souhaitais absolument à ce que ce genre de travail soit visible et visionné par un maximum de personnes et bien sûr un maximum de Béninois. Merci Sally, on aime vous avoir sur ce plateau ce matin, tellement vous portez votre africanité et tellement aussi, on va le dire, hein, vous respirez le Bénin. Quand vous parlez de cette histoire, on sent que c'est une plongée au-delà du naturel, c'est un investissement vraiment personnel. Merci pour ce que vous faites pour révéler l'Afrique. On ne cessera jamais de le dire. C'est le continent de l'avenir. Hein. De l'avenir, largement. De l'avenir, de la jeunesse. Ils viendront tous ici bientôt. Oui, ça va. Ça commence déjà d'ailleurs. Ça commence déjà d'ailleurs. Merci à vous, Sally. Merci d'être passé. On vous souhaite de passer un bon séjour au Bénin. Et on espère vous revoir. À très très bientôt. Très bientôt. Alors, merci beaucoup. L'autre événement à la une, Patrick Diossou, c'est quoi déjà? C'est tout ce qui touche à la vocalité, tout ce qui touche à la voix. Ce sont des jeunes qui ont décidé de mettre la voix en exergue, en relief, de creuser. C'est un rendez-vous vocal. Rendez-vous vocal qui est à sa 3e édition. Il va nous en parler. Lui, il est le promoteur, le président, le jeune promoteur, le directeur du projet, un projet qu'il porte depuis 3 ans, ou même un peu plus. Gilles Chris. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de ce rendez-vous qui a eu son apothéose le samedi dernier. Alors, bonjour le plateau. Moi, c'est Gilles Christabiala, je suis le directeur du projet Vibration Vocale. Alors, Vibration Vocale, c'est un concours de performance vocale. Et l'objectif pour nous, c'est de faire sortir quand même ces jeunes talents de la musique béninoise, mais aussi de je dirais de l'Afrique, qui n'ont pas forcément les moyens ou n'ont pas la possibilité de se faire extérioriser, de se faire connaître du grand public. Donc nous essayons quand même de dénicher ces talents. Et comme vous l'avez dit, nous sommes à notre 3e édition déjà. Et cette année, nous avons eu à faire notre finale le samedi dernier dans la salle rouge du Palais des Congrès. Et voilà, c'est un peu ça. Oui, alors à la finale, on a eu une gagnante. Nous allons suivre un élément qui nous fait un peu le récapitulatif, qui va parler de la gagnante et puis de quelque chose après. On suit. Nos Azizavi, issus de différentes ethnies du royaume, sont venus défendre l'honneur de leur clan. Chaque Azizavi a pour devoir de se vendre sous son meilleur jour, à travers une prestation de son choix et selon son ressenti. Resteront-ils dans un registre traditionnel ou moderne? Ensemble, découvrons ces talentueux Azizavi et laissez-vous emporter par le charme de leur belle voix. Vibration vocale. Alors, vibration vocale, c'était une gagnante la dernière fois. Cette année. Cette année, comment elle s'appelle? Il paraît qu'elle n'est pas totalement béninoise. Enfin, elle est
d'une double nationalité. Tout à fait. Alors, la gagnante de cette année, c'est Shegui Mary. Elle est bénino-ghanéenne. Et voilà, c'est un grand talent du Bénin qui n'était pas forcément très bien connu. Et j'avoue que cette année, nous avons eu beaucoup de talent. Vous savez, le Bénin, il y a le talent. Le talent est là. Mais malheureusement, l'industrie béninoise ne permet pas encore vraiment de permettre à ces talents d'être connus, de permettre à ces talents de faire carrière dans la musique ou de pouvoir mettre en avant leur atout. Donc, voilà. Et vous avez comme option que ce soit le Bénin qui soit la capitale de cette vibration vocale à travers l'Afrique, puisque pour cette édition, ils ne sont pas tous des Béninois. Non, cette édition, déjà nous avons commencé par le Bénin, parce que déjà l'organisation est béninoise, et nous sommes tous des jeunes d'ailleurs. Et cette année, nous avons eu beaucoup de nationalités. Nous avons eu des Camerounais, nous avons eu des Togolais, nous avons eu des Béninois, nous avons eu des Béninois ici de partout déjà, parce que chaque année, je tiens à le préciser, nous recevons minimum 1000 candidatures. Et nous faisons un tri pour n'en retenir qu'au final 28 qui démarrent l'aventure avec nous. Et par la suite, cette année, nous avons eu 16 finalistes, à l'issue de laquelle il y a eu la gagnante de cette année. Oui, justement, recommençons d'abord. Oui, il y a 1000. Mais ça commence comment? Oui, et vous lancez, parce que j'ai appris que vous lanciez d'abord, il y a Prime, ou comment ça se passe? Alors, déjà, quand nous lançons les inscriptions, nous recevons les inscriptions. Les personnes intéressées s'inscrivent pour pouvoir participer à l'édition. Ensuite, nous faisons d'abord un premier tri. Nous avons notre jury qui s'occupe déjà de faire un premier tri parce que nous avons tellement de candidatures. Et à l'issue de ce tri, nous faisons d'abord un casting. Nous faisons un casting en présentiel, histoire de pouvoir refaire notre tri. Et après ce casting, maintenant, nous retenons un certain nombre de candidats qui démarrent réellement l'aventure avec nous. Et ces candidats, nous ne commençons pas juste comme ça. Nous les coachons. Nous avons le coach Femi El Coutinho, que je salue déjà au passage, qui nous accompagne et qui coach nos candidats pour les faire passer des primes. Les primes, c'est un peu comme des épreuves auxquelles on les soumet, prestations, solo, duo, etc., etc. Donc, après les primes, maintenant, nous faisons une dernière délibération où il y a les finalistes qui sont aussi coachés pour la phase finale du concours. OK. Et la phase finale, la dernière fois, pour le jury, il y avait Raphaël Chéhi. Oui, il y avait Raphaël Coutinho. Tout à fait. Il y avait Raphaël Chéhi qui était dans le jury. Il y avait Tatiana du groupe Teriba. Il y avait Maman Asikiwa. Et il y avait aussi le coach Landry Aniwanou. Voilà. Et je tiens à préciser... On a vu quelques capsules sur les réseaux sociaux. Apparemment, les candidats étaient quand même dans leur élément. Ah oui, cette année, parce que la salle le casting, il est parfait. Hein? Je vous assure tout. La salle était électrifiée ou électrisée. Même le jury s'est levé pour danser. Donc, on ne faisait plus la différence entre les candidats et le jury et même les invités qui étaient là pour soutenir. Tout à fait. Cette année, nous avons vraiment misé sur le talent. Et sincèrement, nous avons non seulement eu que des retours positifs, mais les talents de cette année nous ont vraiment émerveillés. Épatés. Et la suite pour ces talents? Vous les révélez simplement, vous les jetez? Oui, est-ce qu'il y a un suivi? Bon, je vais le dire comme ça. Nous, notre objectif, ce n'est pas juste de révéler les talents, d'accord? Lorsqu'on finit de les révéler, on essaie quand même de mettre en place un système qui puisse les accompagner. La belle preuve, le gagnant de l'année dernière, Christian, aujourd'hui, il a fait sortir un single. Et voilà, donc nous essayons quand même avec les moyens que nous avons à notre disposition, mettre en place un système qui puisse leur permettre quand même de pouvoir, voilà. Vous les soutenez à poursuivre leur carrière musicale, d'accord, en leur offrant des singles. Exactement. Merci à vous, Monsieur Abiala, Vibration Vocale. J'imagine que vous pensez déjà à l'édition prochaine. Tout à fait. J'espère qu'on va... Est-ce qu'avec ma voix là, je peux postuler? Venez, le jury oui, tout le monde peut chanter, va voir... Ah oui, je serai... Inscrivez-moi, je suis la première sur la liste. Il n'y a pas de souci. Je vais chanter Agolo, Agolo,
Bon, vous n'êtes pas sur ce plateau. Je chante mal ou je chante mal? Non, mais... Merci à vous, monsieur Abiala. Merci. Venez, on verra bien. Merci, merci d'être passé. On peut pas savoir tout faire de toutes les façons. À présent, on va découvrir, on va continuer de parler, Amandine Aniambossou, des menstruations. C'est le régime auquel Heureuse Danondé nous a soumis toute cette semaine. Voici donc Santé. Bonjour, Heureuse Danondé. Bonjour Rachida, ça va les filles, comment vous portez-vous? Vous m'avez manqué, franchement. Je vous présente mes excuses déjà, mais vous avez suggéré sans moi. En tout cas, n'est-ce pas? Le coq de la basse-cour, comment ça se passe ce vendredi? Alors, oui, ça se passe bien. On a dit, la personne est entrée dans la maison et dit, ah, les enfants, et votre maman, elle est là, et votre papa, il est là. Et vos grands-parents, ils sont là. On parle de quoi ce matin? Nous parlons... On continue dans la même dynamique du cycle menstruel. Et je crois que ça a peut-être ennuyé certains, mais beaucoup en ont appris pour les quelques capsules. Non, c'est pas ennuyant. Oui, en tant que femme, on se sent forcément... Et ce sont les femmes qui ont beaucoup plus adoré encore. C'est important. Et je vais faire un petit challenge sur ce plateau tout à l'heure pour voir qui d'entre vous a un test pour voir qui a pu maîtriser la leçon de la semaine. Bien vivre sa période menstruelle, les astuces efficaces. Efficaces. Avant d'entretenir les téléspectateurs sur comment choisir notamment sa protection, nous allons écouter Dr Claudette Adigbono Aladjojo, gynécologue obstétricienne, qui nous donne ici des conseils sur comment bien vivre son cycle menstruel. Les conseils que je peux donner aux femmes et aux filles qui me suivent, aux téléspectatrices, c'est déjà de maîtriser son cycle menstruel. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, ma maman me demandait toujours d'avoir un petit calendrier pour marquer les règles. Mais avec l'ère actuelle des nouvelles technologies, il y a beaucoup d'applications qui sont sur les téléphones et ça permet à la jeune fille de suivre son cycle menstruel. Il faut avoir une hygiène alimentaire équilibrée, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, éviter le trop gras, le trop sucré, le trop salé, surtout en période des règles. Donc il faut être très discipliné au niveau de l'alimentation. Il faut avoir une bonne durée du sommeil, au moins 8 heures de sommeil par jour, c'est ce qui est recommandé. Et comme troisième conseil que je leur donne, c'est de savoir est-ce qu'elles sont dysménorrhéiques ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elles font des règles douloureuses ou pas. Si vous savez que vous faites des règles douloureuses, vous devez avoir dans votre sac les médicaments qui vont vous calmer. Et c'est essentiellement les anti-inflammatoires et les antalgiques qui sont conseillés pour réduire la douleur au cours des règles. On utilise également les antispasmodiques. Donc, vous devez avoir dans votre sac déjà ces médicaments-là qui vont vous aider à vous soulager de la douleur pour ne pas être surprise. Donc, voilà les quelques conseils que je vais donner à mes jeunes sœurs et aux patientes qui me suivent. Eh bien, voilà les conseils de Dr Claudette Adigbono Aladjojo pour toutes ces femmes-là qui... comme nous, ont toujours une période, sont toujours en train de régler, comme on le dit. Et on l'écoutait, on débattait entre nous par ici. C'est ça le live, c'est ça le direct, oui. Bien sûr. Et maintenant, je vais rapidement informer les dames sur le type de protection adoptée. Et je vais citer, vous allez voir ce qui vous convient le mieux. La serviette hygiénique, c'est la base. Ouais. C'est la grande sœur, je dirais, de toutes les autres protections. C'est facile à mettre en place et à changer. Et surtout, cela ne requiert aucune manipulation intravaginale parce qu'il faut dire qu'il y a des serviettes externes et des serviettes internes. En dehors de ça, nous avons le tampon qui a essayé de révolutionner un peu les choses. Et là, le tampon, c'est constitué du coton pur. Voilà l'image que nous avons là. C'est du coton pur, un peu comme le médecin l'avait conseillé. Et sa particularité, c'est qu'on glisse cela dans le vagin pour en absorber le flux sanguin. Et l'idéal est de changer les tampons chaque 4 heures de temps. Maintenant, ça dépend
de l'abondance du liquide sanguin. Quand c'est trop, là, il ne faut pas. Hein, moins de 4 heures, certaines ont dit chaque 2 heures de temps, elles arrivent à changer, mais l'idéal, c'est de ne pas durer. Dépasser 4 heures. Voilà. De ne pas dormir avec. Et surtout de ne pas dormir avec. Et parlant de cela, on ne doit pas les jeter. On ne doit pas jeter les tampons parce que c'est du coton, ça paraît banal. Non. Dans les toilettes, ça peut boucher les canalisations. Il faut surtout informer les gens à propos. Maintenant, nous avons également la coupe menstruelle. On a parlé de ça hier, notamment le syndrome du choc toxique. Bon, aujourd'hui, c'est révolutionné, surtout que la coupe menstruelle est en matière silicone. Un peu comme le tampon, on insère, c'est intravaginal, mais il faut obligatoirement vider chaque 4 heures de temps et ne pas avoir la même coupe tout au long de la journée. Parce qu'après une utilisation, il faut passer à la stérilisation avant de l'utiliser. Et surtout, se laver les mains, que ce soit le tampon ou la coupe, il faut après manipulation se nettoyer les mains. Nous avons maintenant ce qui est encore plus révolutionnaire, les culottes lavables. C'est la mode, c'est la tendance, on a vu les images tout à l'heure, on peut encore revoir cela. C'est la meilleure option aujourd'hui pour les dames, moins coûteux. Et pour ceux qui en fabriquent de façon bio, côté santé, c'est parfait. Moi, j'aurais même proposé aux dames d'opter pour les culottes menstruelles parce que c'est beaucoup plus absorbant. Ça absorbe beaucoup plus le liquide, surtout celles qui coulent beaucoup en griffe. Le flux sanguin est abondant. Je leur propose ce type de protection. Voilà. Maintenant, pour terminer, chère dame, qu'avez-vous retenu de toute la semaine? Je commence par... je veux d'abord ajouter quelque chose rapidement. Oui. Et surtout, il faut dire aux dames de changer de caleçon. Ça, c'est la moindre des choses, quand même. Non, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le leur dire? Ça doit être systématique. Non, il faut le leur dire. Ça participe de l'hygiène. Oui. Il y en a qui utilisent le même caleçon durant 2 jours. Pourtant, elles sont en menstrues. Ah oui, j'en connais. Pourtant, elles sont en menstrues. Pourtant, elles sont en menstrues. Parce qu'elles se disent que ce n'est pas taché. Ce n'est pas taché. C'est également le cas de celles qui utilisent le plus souvent les protèges slip. Oui, ça peut paraître vulgaire, mais c'est une réalité. Il y a des femmes qui n'en changent pas, où elles gardent un seul pour toute la journée et le lendemain, elles en changent. Non, il faut pas le faire, c'est pas bien. C'est également, il faut peut-être pas trop les accuser. Je suis choquée. Oui, mais c'est également une question de conditions de vie. J'en ai vu. La personne se reconnaîtra peut-être, mais bon. Une fois la journée, pour celles qui ont des contraintes, ça peut aller. Mais leur exiger, en changer plusieurs au cours de la journée, ça va paraître un conseil qui ne tombera que dans les oreilles de sourds. À coup sûr, elles ne vont pas l'exploiter. Mais au moins une fois dans la journée. Ça coûte combien? Il faut en avoir assez. Au moins, j'espère que pendant toute la semaine, Rachid a pu retenir. C'est ma question. Qu'avez-vous retenu? Je faisais mine. Non, c'est bon, ça c'est bon. Ça peut aller? Oui, ça c'est bon. J'ai retenu. Qu'on commence à compter à partir du jour de ces règles jusqu'à la veille des règles. Merci beaucoup. Et Amandine, j'ai retenu ça. Qu'avez-vous retenu? J'ai retenu la même chose. En dehors de ça? Tu ne triches pas. Non, mais en dehors de ça. Oui. En dehors de ça, bon, qu'il ne faut pas utiliser les tissus imprimés. Merci beaucoup. Teintés. Oui, ça, le docteur d'hier a dit d'éviter les coupes menstruelles et les tampons et de laisser l'organisme franchement libérer les déchets qui doivent sortir. Parfait. D'accord. Voilà, donc, c'est parfait. Marvine, j'ai fait mon choix. C'est ce que j'avais retenu. D'accord, elle a dit. Elle a tout dit. Donc, le seul corps de la basse-cour, très rapidement. Moi, j'ai retenu qu'il ne faut pas utiliser des tampons. Est-ce que tu as tes menstrues, toi? Non, mais... Mais il a un grand rôle à y jouer. Il a un grand rôle à jouer. Il riait tout à l'heure. Le docteur Saïd a dit que pendant cette période, les hommes doivent accompagner leur partenaire. C'est juste pour chahuter mon cher Patrick. C'est surtout ça que j'ai retenu, qu'il faut toujours accompagner les femmes. Il faut les soutenir. Oui, parce que c'est une période assez sensible, il faut les accompagner. Avec beaucoup de changements d'humeur. Éducation numérique maintenant avec Marvin Promise à Inadou.
Bien consommer et se protéger en ligne, c'est la thématique du jour, Marvin. Oui, bien consommer et se protéger en ligne, il est important de savoir que les réseaux sociaux sont là pour faire beaucoup de choses. On peut créer des boutiques, on peut vendre en ligne, on peut faire beaucoup de choses pour quand on n'a pas la possibilité de travailler, mais de gagner de l'argent en ligne. Donc, il faut bien créer ces boutiques, notamment pour les vendeurs en ligne. Il faut maintenir la transparence sur l'identité de l'entreprise. Dès le départ, quand on crée une page, il faut mettre le nom qu'il faut. Il faut montrer que nous sommes une personne physique et non une personne fictive. Il faut être clair. Pas forcément bon. Au début, on ne va pas aller payer tout de suite des taxes et des impôts, mais il faut montrer quand même qu'on est une personne réelle et non une personne fictive. Ensuite, il faut utiliser des plateformes sécurisées. Quand vous donnez un numéro mobile money à des personnes, il faudrait que ce numéro mobile money soit vraiment sécurisé, que ce ne soit pas une SIM qui se trimballe partout pour que quand on va vouloir faire des paiements, que ça vide les comptes. Il faudrait faire une présentation claire des produits. Souvent, il faut faire l'effort d'aller prendre des photos des produits réels et non partager à chaque fois des images de Pinterest ou d'autres. Et quand on commande, on se retrouve à faire autre chose sur la photo. Il faudrait répondre poliment aux clients parce que nombreux de ces vendeurs en ligne sont un peu agressifs quand on les contacte par rapport à l'achat. Soit ils répondent tardivement ou bien ils te crachent à la vue. Des fois, vous mettez bonjour, on vous dit d'aller directement à ce que vous amenez, alors que la salutation quand même. Voilà. Ensuite, il y a la communication responsable sur les réseaux sociaux. Il faut montrer qu'il ne faut pas surpromettre ni exagérer l'effet du produit. Il ne faut pas dire que votre produit va rétablir un problème en moins de 24 heures si il ne peut pas le faire. Donc, il faut respecter la légalisation et la fiscalité. Au fur et à mesure que vous vous mettez à vendre, il faut savoir que le pays a des normes qu'il faut respecter. Donc, enregistrer sous forme d'établissement, payer les 5% d'ABI et commencer Même si c'est une boutique en ligne. Même si c'est une boutique en ligne, parce que peu importe maintenant, tant que tu es en ligne, que tu sois en ligne ou pas, il faudrait que ton entreprise soit tracée. Donc, quand on vend en ligne, il faut quand même chercher à être légal aux yeux du pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut consommer les réseaux sociaux, on peut vendre dessus de façon saine et de façon respectueuse sans tout autant être dans la divagation. Vous avez parlé du nom à donner à la boutique en ligne. Comment il faut choisir ce nom, par exemple? Bon, ça dépend. Si c'est... Moi, je peux créer une boutique Marvin Promise, par exemple. Il ne faudrait pas mettre des trucs trop extravagants. Non, maman, je peux créer Amandine Aniaboso. Quelle Amandine Aniaboso? La fine fleur. La fine fleur. Dès que vous enregistrez, mais dès que vous créez, il faut passer à l'enregistrement. Il faut passer à l'enregistrement pour que ce ne soit pas en fait copié après. Parce que si vous avez fine fleur et qu'une personne a déjà enregistré l'entreprise sur fine fleur, vous êtes obligé de changer votre fine fleur. Mais surtout que les vendeurs utilisent pour la première fois le produit d'abord. Ils testent le produit avant de le vendre. C'est déjà fini. Heureuse, c'est fini. Place à la revue de presse. Oui, une revue de presse en petite foulée ce matin, Marcel. Ça arrive, n'est-ce pas? Bien sûr, et c'est une habitude pour moi, ça ne me déplaît pas non plus. Bonjour Marcel. Rachidat, bonjour à tous, Marvin, Heureuse, Patrick, Jossou, et à vous tous à la maison, bonjour. Et vous nous dites ce matin, après avoir feuilleté les canards, que pour 2026, nous sommes en plein échauffement. Bénin intelligent, aujourd'hui, ouvre le bal et allume la mèche. Le quotidien botte en touche comme la Cour constitutionnelle qu'il cite dans une affaire où le droit croise la politique et où le mot auto-parrainage devient un véritable casse-tête électoral. Je cite, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours des 5 juristes contestant l'auto-parrainage. Autrement dit, la haute juridiction a préféré refermer le dossier avant même qu'il ne s'ouvre vraiment. Mais voilà, les plaignants des juristes, fins connaisseurs du verbe et du code, crient leur désarroi. L'un d'eux, Landry Angelo Adelacon, s'indigne.
la Cour pouvait s'auto-saisir. Nous sommes comme sous une épée de Damoclès et l'image est forte. Une épée suspendue au-dessus du parti Les Démocrates qui, avec ses 28 élus, joue sur le fil du rasoir. Car si l'autoparrainage est interdit, ces députés risquent d'être parrainés par leur propre exclusion. Et derrière la bataille juridique se cache une bataille politique, celle de 2026, qui se joue déjà dans les coulisses à coups de virgule constitutionnelle selon le journal. Dans cette affaire, Bénin Intelligent fait bien plus qu'informer. Il met en scène un théâtre institutionnel où la loi et l'interprétation ne dansent pas toujours sur le même tempo. Et pendant que la Cour reste prudente, la Sénat, elle, ose le pragmatisme. Si on peut voter pour soi, on peut se parrainer soi-même, avait dit la Sénat. Fraternité et la Nation ouvrent le chéquier de la ferveur, changement donc d'ambiance. Et là, c'est un autre visage du pays qu'on découvre, celui d'une jeunesse, de la jeunesse béninoise qui s'engage, qui cotise, qui investit son espoir dans un nom, Romuald Ouadagni. Par amour pour la patrie et par engagement pour la dynamique de développement, écrit Fraternité très précisément, une phrase qui sonne comme un serment républicains. Ils étaient des milliers, plus de 15 000 contributeurs à verser chacun leur goutte dans la rivière des 30 millions récoltés en ligne. Et ce jeudi 9 octobre, une délégation est allée tambour battant à la Caisse des dépôts et consignations pour déposer un chèque de 25 millions, la caution présidentielle du ministre candidat. Les mégaphones criaient « Je m'engage pour eux », les pancartes dansaient, les slogans fleurissaient et la jeunesse béninoise se découvrait un porte-flambeau, la porte-parole. Godline Agbidinoukoun déclame avec fougue: nous lui apportons notre caution, la caution pour nous rassembler, pour nous représenter, pour nous révéler, une tirade digne d'un poème civique ou d'un discours de campagne avant l'heure. Et la nation, dans un ton plus institutionnel, confirme: la scène, le versement a bien eu lieu, tout est officiel, tout est carré, mais au-delà du geste, c'est le symbole qui frappe, une jeunesse qui se lève, non plus revendiquée, mais pour financer, pour croire, pour porter. Et puisque nous sommes vendredi 10 octobre, nous sommes également jour de match pour les Guépards, Marcel. Bien sûr, ce matin, le champion griffe la une avec un cri de guerre déterminé. Le temps est donné. Les Guépards du Bénin, plus affûtés que jamais, s'apprêtent à bondir sur la pelouse du stade Amahoro de Kigali. 9 mois après avoir semé les promesses, ils sont là, à la veille de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026, avec dans les yeux une seule étoile, le rêve du Mondial. Le champion brosse la scène avec la fougue d'un reporter sportif et la ferveur d'un patriote. Les Guépards, écrit-il, veulent consolider leur première place, défendre leur trône et croquer l'histoire à pleines dents, car oui, ce match contre le Rwanda n'est pas un simple duel, c'est une étape du destin, un test de foi, un moment où chaque tacle, chaque passe, chaque but devient une déclaration d'amour à tout un peuple, le peuple béninois, bien évidemment. Et dans cette tension avant-match, une voix s'élève, celle du capitaine Steve Mounier, qui appelle à la communion nationale. Mon message est simple et très simple. On a besoin de votre soutien, même à distance, sur le terrain. Notre objectif est de vous donner de la joie. Et si l'on en croit le champion, ce match promet d'être très électrique. Merci Marcella Rossi, et on va conclure cette émission en disant simplement allez les Guépards. 17h, nous sommes de cœur avec nos chers Guépards qui, nous l'espérons, nous ramèneront une victoire qui fera du bien, n'est-ce pas, à tous les footeux du Bénin. Rendez-vous 17h sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis. C'est fini pour ce jour. Bon début de week-end à tous et on se retrouve lundi prochain, bien entendu, toujours sur Bonjour le Bénin, cette fois-ci avec la grande, la sublime Jennifer Sativi.